Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Audrey. Audrey, ça va la pêche? Super. Nous sommes également avec Antoine. Bonjour. Nous sommes avec Julien. Hello. Nous sommes avec Amir. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce fantastique peuple? Eh ben, tout simplement, continuer notre campagne de Sens Néant. Continuer, que dis-je? La terminer. Elle est finie. Après Tristesse. un an de séparation. On s'est retrouvés pour un week-end et nous avons donc terminé Sens Néant. Vous étiez rendu au début de l'épreuve 3. Sniff. Vous avez donc terminé, vous avez fait 4 épreuves en un week-end. On a joué énormément. On a accéléré quelques éléments. On aura l'occasion d'en parler. Est-ce que Julien veut se lancer dans la description de la fiction? Puisque à chaque fois, c'est un peu notre Julien national qui nous présente la fiction de Sens Néant. Je vais essayer. J'étais moins concentré ce week-end. Fais-le. Donc, on a alterné pas mal de discussions entre Classis et la fiction donc de Sens Néant et l'exploration de ces tantras. La première épreuve, c'était l'exploration de la larme d'Aziz. Et donc, la question, c'était d'essayer d'aller chercher dans les puits de la cathédrale d'ombre. C'est le mausolée, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Le bruit que vous entendez là est le bruit de la clémentine d'Antoine. Il est en train d'éplucher sa clémentine devant un micro unidirectionnel. Donc on a une ambiance clémentine aujourd'hui. Bah bravo. Donc on va effectivement, vous allez entrer dans la larme d'Azilis. Voilà. Pour essayer de restaurer, parce que on rappelle que lors des derniers événements, Azilis avait perdu l'intégralité de ses sens suite à l'immense tristesse qu'elle avait subie du meurtre de son amant, et donc vous allez essayer de la restaurer, de lui redonner ses sens en exploitant le mausolée des ombres, effectivement. Qui sert normalement à ressusciter les gens, enfin pas vraiment à les ressusciter, c'est plus à en faire des zombies. Mais là, on va voir ce qu'on a réussi à en faire. À les tirer de l'ombre. À les tirer de l'ombre, c'est ça. Donc on arrive dans un univers froid et vide et triste où l'eau a disparu et l'air est chargé de sel comme les larmes d'Azélise. Fait place à une... Et on découvre après que cet univers est en fait constitué comme une carte du tendre et que donc on va y explorer les différentes relations, les différentes émotions, les différents liens qu'Azilis entretenait avec le monde. Et donc on va explorer un ensemble de villes et de villages où on va apprendre des choses sur la manière dont elle se représentait le monde. Voilà. Et notamment 3 de ces villages, que sont les 3 tendres, tendre sur inclination, tendre sur estime et tendre sur reconnaissance, qui vont être symbolisés sous la forme de mogoches corrompus, déformés, très proche pour ceux qui connaissent, très proche d'un univers à la Silent Hill, un peu avec des barreaux partout, des larmes de rouille sur les statues. En plus, il y a une espèce de brume blanche. Il pleut du sel en permanence. Enfin, il y a un côté très Silent Hillien. Tout à fait. D'autant que nous, on arrive par un village qui s'appelle Nouvelle Amitié et qui est vide. Et où on apprend que globalement, elle ne voit plus rien venir par là depuis longtemps, c'est-à-dire qu'elle s'est fermée au monde. Et au fur et à mesure qu'on avance vers le premier tendre, qui est tendre sur inclination, l'univers se détruit derrière nous comme un peu, moi je me le représentais un peu comme le néant dans l'Histoire sans fin. Ouais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait, la brume nous suivait et le dévorait monde disparaissait. Ouais. Tout à fait. Et donc, dans chacun des 3 tendres, on va trouver 2 choses. On va trouver une représentation des statues du cadran de Mogosh, mais avec plus d'informations sur les 5 gargouilles. Parce que pour vous figurer le cadran, il faut bien sûr se figurer ce fameux carré muni de ces diagonales, carré sur lequel chaque trait symbolise une rune de Dieu ou un élément dans Sens Néant, donc l'eau, le feu, la terre, l'air, l'ombre, la lumière, etc. Et en fait, il y a au sommet de ce cadran, il y a 5 gargouilles noires, 5 encapuchonnés noirs en fait, dont les mantis sont illisibles. On ne sait pas très bien ce que l'artiste qui a créé le cadran a voulu représenter. Or, il se trouve que dans la larme d'Azilis, les golems vont pouvoir découvrir en fait le cadran tel que Azilis se l'imagine et donc découvrir qui sont, selon elle, ces gargouilles noires.
Et donc, si vous voulez vous représenter ces gargouilles, si vous regardez le trailer de Sens Néant, je le mettrai peut-être en illustration du podcast. Dans le trailer de Sens Néant, on voit le cadran de cette entrale, donc cette sculpture monumentale et on voit les cinq gargouilles noires sont représentées sur le dessin de Valérie, donc ça vous permet d'avoir un support visuel. Et là, vous allez démasquer en fait ces 5 gargouilles dans la larme. Exactement. Donc à chaque fois, on obtiendra des informations différentes selon les temps sur lesquels on sera. Mais sur la première, on va trouver que la gargouille centrale, c'est la relation. La relation. Sur le deuxième, on va trouver 4 autres gargouilles qui vont nous apparaître sans qu'on arrive vraiment à y donner plus de sens que ça, si je me souviens bien. Et sur le dernier, on va trouver une version complètement difforme de la relation. Mais la première relation qu'on trouve inspire beaucoup nos 2 camarades à qui je vais laisser la parole pour décrire les choses étranges qu'ils ont faites. Alors juste un petit élément supplémentaire, c'est que toutes ces statues ont des formes humaines. C'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup. Parce que quand même, ce ne sont pas parce que les représentations qui sont sous les points, les 5 points, donc les 6 représentations qui se trouvent sous les 5 points sont sétentriennes. Alors que là, vous avez des humains. Alors, sur le coup, ça vous a pas choqué, mais je peux vous garantir que sur certaines tables, c'est une révélation à part entière. Alors, ok, vous saviez déjà qu'Asilis se transforme en humain, parce que je vous avez décrit la fente et tout, donc c'est pour ça que ça vous a peut-être moins surpris. Mais enfin, quand même, c'est quand même une information énorme. Alors vous, effectivement, la relation vous inspire la création d'une œuvre. Antoine, Audrey. En fait, quand on arrive, je commence par essayer de lire cette représentation, cette statue. Et après, c'est vrai qu'avec Antoine, on se regarde et... tu récupères déjà tes points. Oui, tout à fait. Quand on la touche, on restaure ses points de rayonnement. Et là, nous a paru une idée absolument extraordinaire. Comme d'habitude. C'est-à-dire de se dire... Si on utilisait cette manne de poids de rayonnement à son paroxysme et qu'on en faisait un septentrion. Donc on a forgé gratuitement relation. Ouais, c'est ça. Et on a forgé la représentation de relation. La représentation de relation, cette gargouille particulière. Et on l'a nommée Rédemption. Tout à fait. Elle est née sans acide. Alors ça, absolument. Et vous avez été jusqu'à en faire un septentrien par le rituel de l'amour. On a été jusqu'à en faire un septentrien 2 fois. Enfin, on verra la 2e fois plus tard, mais 2 fois de suite, on l'a reforgé. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que dans la fiction de Sens Néant, je n'avais jamais vu, ni entendu parler, vu moi-même, ni entendu parler, de golems qui fassent l'amour ensemble et qui donnent lieu à un nouveau personnage. À l'intérieur de la larme d'Asilis. Alors que, comme vient de le dire Amir encore une fois en dehors des micros... Bah oui, j'aime parler discrètement. Donc, alors que c'est un rituel qui est présent dans la liste des rituels. Donc on pourrait s'attendre à ce que ça invite quand même grandement les joueurs à tenter l'aventure. Eh bien non, ça n'avait jamais eu lieu. Jamais. Donc là, voilà, je laisse les meneurs de jeu qui nous écoutent de se dire mais qu'est-ce qu'ils auraient fait à ma place. Moi, j'ai choisi... C'est surtout qu'on le fait à l'intérieur de la larme de l'exploration de la larme d'Asilis. Donc après, au moment où on en ressort, on verra ça plus tard, mais c'est vrai qu'on pouvait se poser un petit peu la question à ce moment-là de la réalité physique de ce qu'on faisait, quoi. Bon, ça c'est vrai, mais du nouveau golem que on crée en tout cas. Le mausolée de l'ombre sert aux gens qui ont connu l'être disparu à rassembler les liens qu'ils ont avec cette personne pour la réincarner. Autrement dit, le mausolée de l'ombre, c'est un peu une chambre à faire l'amour à plusieurs, pour donner naissance à plusieurs, exactement, pour créer un septentrien. Recréer. Voilà. Imaginons par exemple que Julien, on va prendre un cas un peu humain, imaginons que Julien disparaisse, d'accord ? Il meurt, et chacun d'entre nous décide, on dit, non, vraiment, on peut pas continuer cette table de sens sans Julien, il va falloir qu'on le ressuscite. C'est ça la seule raison pour laquelle on ressuscitera, parce que que t'es très... Donc on se dit allez, on va ressusciter Julien. Bon, on va dans le mausolée, Amir se met dans un trou, Antoine se met dans un trou, Audrey se met dans un trou, je me mets dans un trou, et aucune blague salace, Audrey. On se met tous autour du cadavre de Julien et on projette
dans le cadavre de Julien tous les sentiments qu'on a, tout ce qu'on croit être Julien. Sachant que moi je le connais finalement assez peu. Amir le connaît mieux, je pense qu'il va en mettre beaucoup, etc., etc. Chacun va mettre ce qu'il connaît de Julien. Et Julien va revenir tel que notre groupe Antoine, Audrey, Rome et Amir se l'imagine. Vous allez souffrir. Voilà le trip de la résurrection. Et donc, est-ce que, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est le vrai Julien Falconet? Évidemment, bah non. C'est le Julien tel que ce groupe se l'imagine, tu vois. Donc, en fait, quand vous créez Rédemption, vous créez, en fait, la relation telle que vous deux, vous l'imaginez. D'accord? Donc, du coup, vous créez un nouveau Sétantra, comme on aurait créé un nouveau Julien en se mettant tous ensemble, vous voyez le truc? Donc ça va encore. D'ailleurs, lorsque vous sortez du mausolée de la résurrection, Rédemption apparaît au centre. Il n'est pas dans un trou avec vous. Il apparaît au centre du truc. Donc ça veut bien dire que c'est le fruit de votre création collective. Il est un peu comme un contenu fictionnel malléable d'une partie de jeu de rôle, vous noterez. Oh, incroyable. On est terriblement surpris. Vous pouvez pas voir les grimaces qu'ils me font autour de la table. Mais voilà. Et donc, Rédemption naît de 2 golems. Et donc la question c'est est-ce qu'il est porteur d'acide ou pas, sachant que vous ne pouvez pas forger d'acide, vous ne pouvez pas donner des liens acides à ce personnage. Donc pour moi c'est une pierre, enfin c'est un golem pur en fait, l'acide, comme une Dhalès et comme tous les serviteurs des maîtres héritants de l'ombre. Donc c'est compliqué à gérer. C'est pour ça qu'au début je fais le choix qu'il se fasse bouffer un élément. Vous avez voulu qu'il soit sétentrien, mais au départ, quand il sort, vous avez vu, j'ai décrit comme il va toucher Asilis et du coup, il perd un élément. Si comme ça, je retombe sur mes pattes. Comment on l'a reforgé derrière. Mais après, vous l'avez reforgé. Bon, c'est normal. On a insisté un peu. Ouais, vous avez insisté. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi une habitude qu'a pris Ridger de transformer en chimère tous les artefacts qu'on croisait. Important, les artefacts importants. Il a transformé le testament de Sétantra. C'est-à-dire, il transforme pas les brins d'herbe, les vents, les artefacts, les trucs balèzes. C'est-à-dire que s'il a été tombé sur l'anneau unique, je pense que ça serait devenu son meilleur pote. C'était sûr. Non, mais ce qui est super intéressant, c'est que dans le monde que tu décris, les sétentriens qui naissent de l'union de 2 autres sétentriens naissent avec de l'acide, normalement. Normalement, ouais. Tout à fait. Alors que là, donc le nôtre est une sacrée espérance, quoi. Une drôle d'œuvre, ouais. Ouais, exactement. Amir, tu voulais prendre la parole, je t'ai vu lever la main. Ah non, ok. Voilà. Donc déjà, premier petit PNJ, un PNJ rigolo qui arrive, qui va s'ajouter à la team à la sortie de l'alarme. Mais on n'a peut-être pas encore fini d'expliquer ce qu'on faisait dans l'alarme. Julien, je t'en prie. Tout à fait. Alors l'autre chose qu'on trouve dans chacune des 3 tendres, ce sont des Asilis enfermés dans une prison et qui demandent à chacune, se plaignent de partir avant de nous avoir connus et qui nous demandent de lui raconter ce qu'on se souvient d'elle. Alors chacun, on y a été de notre description et à chaque fois elle laisse 1 ou 2 médaillons. Qui fait qu'à la fin nous sommes tous équipés d'un médaillon qui a une pierre. C'est une pierre ou un médaillon? En fait, c'est une pierre qui est enchâssée dans un médaillon. Pour être tout à fait précis, parce que c'est un artefact qui n'a qu'un seul élément. D'accord. Donc, ça ne peut pas être aussi complexe qu'un médaillon. On en était venu à cette conclusion avec Antoine. Donc c'est la pierre en fait qui est dans le médaillon qui... Et donc et quand on le porte, ça nous aide à compenser. On gagne, je crois, plus 10 dans la rune opposée à notre plus forte ou quelque chose comme ça. C'est ça. Si vous êtes golem du feu, vous écopez d'un médaillon avec plus 10 en eau. Si vous il y a que Audrey pour qui j'ai fait une exception, parce que comme tu étais disciple de Lucie et que tu voulais à tout prix ménager à la fois ton ombre et ta lumière, tu donnais un médaillon qui te faisait plus 5 en ombre et plus 5 en lumière. Ce qui est pas dans la base, mais personne me jettera des pierres du désespoir absolu à cause de l'incohérence. Julien. Et donc, et on en profite aussi pour visiter quelques autres villages qui sont sur notre chemin, qui sont, si je me souviens bien, Constante Amitié et toi, tu étais voir. C'est surtout moins ardent. D'ailleurs, Amir, j'aimerais bien t'interroger là-dessus. Obéissance, respect. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie à un moment donné? Qu'est-ce qui fait que ton personnage s'est dit, je vais visiter les autres villages? Alors, quand on passe par Constante Amitié, je crois. Au départ, je suis dans le trip. Non, on n'a pas de temps à perdre. Donc je veux aller directement attendre sur reconnaissance. Sauf que voyant mes compagnons rester voir leur propre, la vision d'Asilis de leur constante amitié, je me dis que au fond, je me dis que au fond,
ces villages, ce sont les derniers souvenirs d'Azilise. Ouais. Et je veux pas les perdre. Ouais. Alors j'essaie de voir au maximum tous les villages possibles, les explorer en courant s'il le faut, pour emmagasiner tous les souvenirs que je peux d'Azilise. Et donc je passe par obéissance, et puis plus tard on passera par bonté et respect. Tu vois, à un moment donné, Audrey, tu me demandais, parce que à un moment donné dans la fiction, vous allez découvrir que vos golems, en fait, quand ils ont des liens, ils les aspirent. En fait, ils ne sont pas aussi bidirectionnels que les autres Céntriens. Et tu me demandais, est-ce que on aspire, nous, en fait, en tant que golem, on n'aspire pas les sentiments qu'on, tu vois. Et moi, la question que j'ai au sujet de ce scénario, c'est à partir du moment où Amir, en fait, a pris conscience du truc, à chaque fois, je les ai fait disparaître. Parfois, je me demande, est-ce que c'est pas finalement l'évolution des golems dans la larme d'Azilise qui l'a fait disparaître, en fait? Parce que tu les faisais disparaître avant, il me semble. Oui, tout à fait, mais tu vois, il y a une espèce de course en avant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avancez, je fais disparaître ce que vous avez déjà visité. Si vous êtes sur un pont qui s'érode, en fait, au fur et à mesure de votre passage. On a eu clairement la même impression sur la dernière épreuve. Voilà, on en reparlera. C'est peut-être des questions un peu avancées. De toute façon, on a 1h30 pour débriefer. On n'épuisera pas la totalité des choses dont on veut parler. On va forcément être frustrés par ce podcast les uns et les autres parce qu'on ne pourra pas tout évoquer. Il y a trop de choses qui se sont déroulées ce week-end. Ça, c'est Antoine. Ouais, juste rapidement sur le médaillon, il y a quand même le moment où je refuse de parler du souvenir d'Azilise et que je l'enduis. Je lui propose son propre reflet et que dans le coup, je l'enduis d'acide. Estime. Parce que et tu veux la sauver comme ça, en fait. Parce qu'en fait, à chaque fois, juste pour expliquer, chaque fois que vous décrivez un souvenir, l'Azilise à qui vous la décrivez disparaît. Et toi, justement, tu dis, je vais lui raconter un souvenir, et en plus, je vais la faire retenir. Je vais la retenir ici. Je vais la figer dans la glace. Ah. Et donc, c'est pour ça je l'enduis d'acide de manière à la figer dans la glace, pour que son estime d'elle-même... Puisque c'est sur tendre sur estime que tu fais ça. Ouais. Pour que l'estime d'elle-même puisse continuer à exister. Et derrière ça, en fait, je prends volontairement la posture de l'assassin en disant que je l'empêche de se séparer de l'ensemble de ses liens, de manière à ce qu'elle puisse rester avec nous. Et donc, c'est à ce moment-là où moi, mon personnage, prend pleinement l'optique de se dire ça y est, je vais incarner le soutien de l'assassin dans le groupe et je vais être le traître, quoi. Amir. Sauf que si tu estimes si on estime que la posture de l'assassin c'est le libre arbitre, tu lui enlèves son libre arbitre en lui imposant de rester là. Complètement. C'est la posture opposée à l'assassin, c'est celle de Sens. Non, mais c'est toute la dichotomie dont on avait le débat à la fin sur est-ce que être libre c'est avoir des choix ou ne pas en avoir, et jusqu'où on peut en avoir, et voilà, ça rentre. Oui, il y a des contradictions, évidemment qu'il y a des contradictions. Mais de toute façon, tous les personnages sont des contradictions, puisque ils ont été créés comme ça. Voilà. Le jeu, les divers jeux sens se reposent sur cette dichotomie, sur ce débat. Tout à fait, entre le déterminisme et le libre arbitre, entre qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis la volonté qui traverse le monde, ou est-ce que je suis le monde qui traverse ma volonté? Qui est premier? Est-ce que c'est le monde qui a fait tu vois, et on peut le transposer au sens humain, tu vois. Est-ce que c'est le monde, l'ensemble des expériences qu'Audrey a faites dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui Audrey est autour de cette table et Audrey est là, ou alors est-ce qu'il y a une identité Audrey qui traverse le monde et qui forge le monde, etc., etc. Donc c'est toute la question du déterminisme et du libre arbitre qui est au cœur. Et chaque personnage de Sens est une contradiction, tu vois. Et alors, en plus au sens symbolique, mais aussi au sens ontologique. Et, enfin, ne parlez pas en dehors des micros, on vous entend pas, les amis. Hein. C'est comme si vous étiez à l'autre bout de la maison, hein, quand vous parlez comme ça. Donc c'est au sens physique du terme, puisque vous apprenez dans l'histoire que vous êtes né d'un paradoxe. Hein, et on verra ça peut-être dans la suite de la fiction. Donc, grâce à ces médaillons, vous franchissez un bras de mer qui vous fait arriver au testament d'Azilise, qui se trouve être une espèce de chapelle sur une lande aride. Où il y a 3 gisants et 3 vierges. 3 vierges qui représentent
les 3 deuils d'Asilis qu'on a déjà croisés. Vierge d'estime, vierge de reconnaissance, et vierge d'inclination. Et 6 vitraux, dont un qui est détruit. Et puis ensuite, il y aura un pilier aussi. Et globalement, chacun de ces éléments-là, en lecture sentimentale, va nous donner davantage d'informations sur ce qui s'est passé. Le plus nouveau... Sur l'histoire d'Asilis. Voilà, le plus nouveau étant les 6 vitraux. Le premier s'appelant Mensonge et décrivant le bonheur de Asilis et de son père. Voilà, donc l'enfance heureuse de la fille auprès de son père, enfin de cet entrailles d'Asilis. Mais il s'intitule Mensonge. Amir a bien noté ça. Sachant qu'il y avait l'assassin dans l'ombre. L'acide dans l'ombre. L'acide dans l'ombre. La menace de l'acide dans l'ombre. Le deuxième, c'était alors, je me souviens plus comment ça s'appelait. Attends, je reprenne mes notes. La souffrance. Le deuxième s'appelle la souffrance. Donc la souffrance, c'est quand l'assassin tue ses tantras. Non. C'est la souffrance, c'est le viol d'Asilis à l'acide. Ouais, c'est ça. Ouais. Il me semble bien. Ouais. Par le menteur. Vous voulez que je retrouve... tu décris qu'il la malaxe pour la faire ressembler à son idéal. Voilà, etc. alors en fait, dans Sens Néant, quand on est forgé contre sa volonté, c'est-à-dire, parce que vous, quand vous forgez un myriadien, on suppose par défaut qu'il est consentant. C'est-à-dire, en fait, en gros, il accepte que de prendre le lien que Bulle va lui donner, on rappelle, Éclat est le personnage d'Audrey, Bulle le personnage d'Antoine, Ardeur le personnage de Julien, et enfin Montardant le personnage d'Amir. Donc quand par exemple Bulle, donc le personnage d'Antoine, choisit de sculpter une œuvre dans Sens Néant, on décide par défaut dans l'univers du jeu que quelque objet simple que ce soit a toujours envie d'évoluer et donc est toujours consentant pour être forgé. Quand on parle de viol dans Sens Néant, on parle de la forge d'un être sans son consentement. Donc c'est pas au sens. Il faut imaginer que anthropologiquement parlant, la forge d'un être sans son consentement, du point de vue sétentrien, est comparable à la force maléfique, si j'ose dire, et la force traumatique d'un viol. Donc c'est quand même, vous assistez ici à une histoire, à l'histoire la plus sombre, à la part la plus sombre de l'histoire sordide d'Asilis. Donc vous apprenez en fait que Asilis a subi dans son enfance les sévices de l'assassin déjà. Audrey, tu voulais continuer à décrire les vitraux, non ? Sinon, donnez-moi le livre pour si vous voulez qu'on écrive tous les vitraux. C'est bon, allez. Je sais pas si c'est. Alors, le troisième, c'est l'adversité. On y voit le menteur sous forme sétentrienne. Il tient Asilis en position soumise à ses pieds, mais on peut lire dans les yeux de celle-ci une révolte naissante. Le quatrième, ça s'intitule Volonté. Et on voit Asilis qui domine et brise le menteur. Et cela se fait dans la forêt des 1000 murmures. Tout comme d'ailleurs la scène qui s'appelle La souffrance. Ensuite... ça c'est important pour la suite des événements. Le cinquième s'appelle Renaissance, où on voit Asilis entouré de Bob, Gaïa, Freya, Pulsar, Savane, tout son entourage... Voilà. Et le sixième, proche, voilà. Et le sixième s'appelle La liberté, et il est brisé. Voilà. Donc là, et on apprend, je crois que c'est mon personnage, mais je suis pas sûre, en lisant dans les morceaux qui restent ou dans le cadre du vitrail, que c'est Ténèbres qui a brisé ce vitrail-là. Grâce à la dépense d'un point d'acide. Oui, c'est impossible sinon. Tout à fait, ouais. C'est moi qui dépense un point d'acide effectivement pour voilà. réussir à tracer qui est venu ici. Et pardon, excuse-moi Julien, je t'interromps. Sachant que Audrey Éclat a aperçu au moment où vous vous êtes endormi dans le mausolée que quelqu'un s'était glissé dans un puits à côté de vous, quelqu'un qui n'est aucun d'entre vous. Donc vous savez que vous voyagez dans l'alarme avec un passager clandestin. Et je l'ai croisé sur une tendre aussi. Tu l'as croisé, effectivement.
pas sur une tente d'ailleurs, sur le premier village. Et donc mais sauf que toi t'as pas reconnu Ténèbres parce que tu connaissais parce que je la connaissais pas. PJ, enfin le PNJ, alors que toi évidemment Éclat, quand Harder te parle de la description d'un manteau de glace, tu fais ah bah mais c'est Ténèbres ça. Parce que toi, tu l'as bien connu, puisque c'est une des maîtres héritantes de Ténèbres qui t'a sauvé la vie et qui s'est même couverte d'acide pour le faire. Donc tu te sens d'autant plus responsable de son destin tragique, puisqu'elle fait partie des traîtres qui ont assassiné Savane. Voilà. Comme on aura confirmation quelques temps après. Ouais. Donc c'est à ce moment-là qu'un pilier s'élève sur lequel se trouve une pierre, et les inscriptions sur le pilier nous indiquent qu'il s'agit de la pierre du désespoir absolu, qui est aussi sous-titrée linceul de l'ennemi, tombeau de sens et contresens. Donc, je crois que c'est Milan qui va, c'est Montardant qui la prend dans les mains. Qui la prend dans les mains, et au moment où il la prend, il entend le souffle d'Asilis qui lui dit emporte la pierre, protège mes enfants, en mantis d'air. Donc avec Louis, parce que Asilis ayant une fente, une bouche, elle est capable de parler à ce moment-là. Et donc elle lui parle dans le langage de l'air en lui disant emmène la pierre, emporte mes enfants. Et à partir du moment où Montardant a la pierre dans les mains, l'alarme d'Asilis cesse d'exister, se part en brume, et on reprend dans l'alarme de Classis, et Milan, donc le personnage qui joue Montardant, donc le personnage d'Amir jouant Montardant dans la fiction de Classis, a la pierre en fait dans les mains. Donc on comprend que cette pierre est capable de traverser les ontologies et d'aller même voilà. Et qu'elle rejoint nos philonites. Et qu'elle elle fusionne avec vos armures, donc à ce moment-là. Donc ça c'est la troisième épreuve, me semble-t-il. Au terme de cette épreuve, on va se coucher, je crois, parce qu'on est fatigué. Je sais plus comment ça s'est passé exactement. Si ça c'était déjà le lendemain. C'était déjà le lendemain, ouais. C'était déjà le lendemain. Alors la première partie est assez décevante. On comprend que quand on commence à jouer vendredi soir, on comprend qu'on est fatigué, que ça fait 1 an qu'on n'a pas joué. Ça a été extrêmement difficile de se remettre dedans. On a été se coucher juste après la première tendre, en fait. D'accord, ouais, donc là on est déjà sur le lendemain. Donc là on est déjà samedi matin, on a fini de se chauffer, on peut se lancer. T'as oublié de préciser qu'il y avait des écritures de lumière aussi sur les différents bas-reliefs. C'est vrai que dans les 3 tendres, il y avait eu beaucoup de. Il y a eu beaucoup d'infos en fait. Il y a eu beaucoup d'infos. Qui vous repoussaient à l'enquête métaphysique en fait. Avec la petite phrase codée et tout ça, bien sympa. Donc vous avez quand même bien avancé de ce côté-là. Mais au sortir de l'alarme, moi je trouve que vous ressortez avec un certain nombre de convictions sur la suite de l'histoire, sur tout ça. D'autant qu'on retrouve Asilis toujours pas revenue, mais avec le ventre dans lequel on sent ses enfants, les fameux enfants dont elle nous a confié la protection. Donc Asilis est non seulement devenue humaine, mais elle est enceinte. C'est ça. Ouais. J'entends pas ce que tu dis, Antoine. Donc, à partir de là, on se pose la question de où est-ce qu'on va aller, la question de présenter les enfants d'Asilis à Polygone. Parce que Polygone attend, voilà. Impatience. Une prophétie dit qu'un jour, des êtres munis de bouches capables de souffler par eux-mêmes viendront et donc seront les descendants de sa déesse. On annonce à Indalès qu'une des traîtresses, c'est donc Ténèbres qui était sa maîtresse. Il est un peu fâché. Il y a Melbius qui est là, qui est aussi très fâché qu'on n'ait pas réussi à ramener Asilis. Et on monte tous ensemble sur le bateau de Cumulonimbus, l'Alizé, pour essayer de faire route vers Polygone. À ce moment-là, Rédemption a été blessé par le contact avec Asilis, et Bulle et Cla décident de le reforger par un rituel de l'amour dans la cale pendant qu'on va qu'à nos occupations, jusqu'à ce que Ardeur aille voir Cumulonimbus et tombe en fait sur Cumulonimbus, Ténèbres, plus Bélial et Melbius
Melbius, et qui se retournent plus ou moins tous contre nous. Mais en fait, et on récupère des boîtes pour récupérer la on pierre. en a pris plein la tronche. Du désespoir absolu. On a beau s'y mettre tous les quatre, face à 4 maîtres héritants, effectivement, on se fait déboîter. Vous n'avez pas d'armes. Vous comprenez qu'il y a une grande différence entre... On a des armes, mais on n'a pas des armes de maître héritant. Ouais, donc on est balayé d'un revers et on tombe. Donc on apprend quand même beaucoup de choses sur qui sont les traîtres qui ont buté Savane. Bah oui. Vous sentez la présence de ténèbres sur l'Alizé, vous comprenez que c'est là qu'elle a fui. Il y a aussi cette histoire de pierre que Melbius veut prendre. Il la prend en fait. Concrètement, il dit c'est Mont-Ardent qui l'a. On lui prend la pierre, on lui pète la tronche et puis voilà. Alors il vous propose quand même de s'allier à eux. Ouais, il nous propose de s'allier à eux, mais en même temps, Melbius dit que de toute façon, la pierre est la seule solution et que il veut que tous les Sétentriens et tous les Myriadiens. Les Myriadiens entrent dans la pierre et qu'il fera absolument ce qu'il faut pour faire tout ça. Ouais, sans leur laisser aucun choix. Il demande pas, il exige. Il exige, voilà. L'idée, c'est que la pierre aspire les mantis, en fait. C'est un aspirateur, en fait, à mantis. Et et elle coupe la pierre résistant à toute analyse, coupe les Sétentriens, fait monde à part, voilà. Faut dire ça comme ça. Elle fait microcosme, en fait. Et donc, Melbius dit, enfermons-nous tous dedans et laissons l'acide dans régner le monde sur mourant, le monde de Myriade. régner sur le monde qui entourera la pierre. Nous, on continuera à vivre dans la pierre, on sera sauvés et notre ancien monde, on reconstruira notre monde dans la pierre et puis voilà. Et ça, c'est l'hypothèse de Melbius de dire, on peut vaincre la corruption en la laissant derrière nous et nous, on s'enferme tous dans la pierre et tout ira bien. Et vous souscrivez pas du tout à cette thèse. Toi, Éclat, tu t'opposes à l'idée que ce soit coercitif. Ouais. C'est-à-dire qu'il faille. Tu veux concrètement qu'on puisse laisser le choix. Toi, à Mont-Ardent. Moi, le truc, c'est que on sait pas ce qu'il y a derrière la pierre. On sait pas s'il y a un monde, si on peut créer, si on est détruit. On sait pas si on peut en ressortir au cas où on n'est pas détruit. On ne sait rien de cette pierre. Tout à fait. Donc, puis surtout, on ressort là quand même, on ressort de l'alarme d'Azilise où on a vu 3 Azilises ressentant une horrible tristesse d'avoir été enfermés toute leur vie. Et ce qu'on nous propose comme solution, c'est de s'enfermer dans un caillou. C'est pas super glamour, en fait. Par les mêmes personnes qui obligeaient Azilise à être enfermée. À partir de là, commence un antagonisme, c'est-à-dire que vous vous faites balayer du bateau, vous dites, ok, très bien, objectif, récupérer la pierre à ces salauds. On tombe dans le labyrinthe de Noctis. Voilà. Reste sur le vaisseau Rédemption. Et le testament Espoir, le testament de ce qui est très cohérent d'ailleurs. Carrément, c'est parfait. Donc là, je vais résumer à gros traits parce que ça fait déjà 30 minutes de fiction. Je pense qu'il faut accélérer. En gros, à partir de ce moment-là, il y a un antagonisme fort qui est posé. Vous savez qui sont les méchants. Ce sont les corrompus qui règnent sur le vaisseau et qui veulent enfermer la pierre. Et vous décidez de dire, ok, on va les empêcher concrètement de le faire. Pour ça, on a besoin d'armes de maître héritant. Et vous allez donc d'abord aller à l'école de lumière pour essayer de faire en sorte qu'Éclat puisse hériter d'une arme de maître héritant. Celle de Lucie. Problème, quand vous arrivez, c'est déjà la merde, il y a la guerre partout, c'est compliqué, il y a déjà des affrontements. Au cours de ces affrontements, vous confondez Melbius, vous affrontez Melbius, tu récupères l'arme de Lucie qui te permet de vaincre Melbius, Deus se laisse enfermer dans la pierre et la lumière disparaît. Mars commence à... Non, elle disparaît pas puisqu'on est encore 2 à la portée. Pardon. Au moins 2. Pardon. La lumière disparaît sur Myriade. Et vous gardez effectivement des mantis de lumière sur vous. Tu voulais intervenir, Julien, dans cette description ? Juste une chose, c'est que contre toute attente, en essayant de convaincre Melbius de se ressaisir, je me retrouve, Deus de se ressaisir, je me retrouve maître héritant du compas de Melbius, qui vient d'être vaincu et brisé, et qui donc n'a plus de porteur, ce qui n'était pas tout à fait ce que souhaitait Ardeur, qui voulait récupérer l'épée de Bélial. Une arme de feu, mais en fait, le destin a voulu que tu récupères une arme de lumière. C'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est génial, ça. C'est assez génial. Parce que justement, tu vas au moment où Deus se laisse enfermer, tu essayes d'aller dans sa larme pour le convaincre du contraire. Et même s'il est trop tard pour lui, il t'offre une arme d'héritant pour te dire, voilà, je peux pas venir t'aider, mais je te donne l'arme de mon père. C'est quand même très beau comme passage. Il se ressaisit une dernière fois. Ouais.
Donc voilà. Donc le problème c'est que du coup t'as une épée de lumière alors que toi t'es un septentrien du feu. Ça va être assez amusant pour la fin de la campagne. Bull lui en fait renonce à parce que alors pourquoi tu renonces à avoir une épée de maître héritant? Alors je renonce parce que moi je vois mon personnage comme le représentant de l'assassin. Donc le golem d'Azilis, mais pas de la Azilis vivante, la Azilis en stase telle qu'elle est actuellement. Et je l'ai forcé à ça, en fait, par le biais de lui avoir empêché de partir en figeant son estime de soi, je l'ai forcé à ça. Donc tout mon jeu à ce moment-là, sachant que j'avais déjà mis de l'acide sur le pouvoir, sur l'ego, ce genre de choses, pour pas chercher à ce que mon personnage ne soit pas mis en avant, tout le jeu de Ridger qui joue Bull derrière, c'est de se dire, à la fin de l'histoire, je vais être du côté de l'assassin, donc je vais être du côté des antagonistes. Et moins je serai puissant, plus ce sera facile pour eux de me vaincre, voilà, pour les autres joueurs. Tu sais que tu vas de toute façon passer à l'ennemi à la fin de la partie. C'est ça. Et je suis déjà possesseur du testament, donc qui est l'acide par essence. Bien sûr. Et rien que ça va être difficile à vaincre. Si en plus j'ai une lame du Trima, ça va devenir très très compliqué. Tu dis en fait mon arme je l'ai déjà, c'est espoir en fait. Mon arme je l'ai déjà, voilà, c'est espoir. Mais derrière, ce que je pense c'est si je commence à jouer l'opposition contre eux, je vais vraiment les défoncer quoi. Et ça va être compliqué. Il y a un truc vachement christique dans tes persos quand même. C'est dingue. Contradictoire surtout, c'est que tu es convaincu que le truc de l'assassin c'est le bon rôle. Non. C'est ton choix. Bull est convaincu, Ridger l'est pas du tout en fait. D'accord. Donc il y a le conflit entre Ridger et Bull. D'accord, ok. Ouais. C'est pour ça. C'est que je vois ça dans la logique de Bull qui se dit tout me pousse vers cette issue-là. Ridger dit ce sera mon moyen à moi d'appuyer sur la fiction à ce moment-là. Et en même temps, Ridger se dit si moi j'étais vraiment dedans, bien sûr que je le remettrais sur la tronche aux autres. Mais là, je peux pas jouer ce rôle-là. Et je vais être l'opposition des autres. Quoi. Moi, l'interprétation qu'Antoine fait de son personnage me fait rentrer dans des profondeurs théoriques abyssales. Je veux bien m'y risquer, parce que juste 30 secondes. Sens Néant était un roman. Dans le roman, Bull, c'est le personnage d'Anakin. C'est le mec qui va suivre les héros pendant tout le truc et en fait qui va se révéler être l'un des personnages, des antagonistes principaux dans le combat final. D'accord ? C'est un perso comme ça. Mais c'est Ridger qui le joue. Donc dans la version Sens Néant jeu de rôle, il a la possibilité d'empêcher ce grand méchant en fait d'émerger. En fait, la bulle, c'est quoi ? C'est la pression de Ridger sur ce méchant pour vous permettre de gagner à la fin en fait. Donc c'est vraiment ce perso en fait enfin je me trompe pas Antoine, non, c'est exactement ça. Parce que moi j'ai vu en fait au fur et à mesure tandis que vous étiez en train de jouer, Antoine à chaque fois qu'il s'ajoutait un point d'acide, il avait pas besoin de vous le révéler puisque vous êtes pas censé le savoir. Et ben il me montrait l'acide en fait qu'il se mettait et je voyais en fait que l'acide qu'il se mettait, c'était le point de vue de Ridger sur la fiction de Sens Néant. C'est ça. Alors que Bull avait un tout autre point de vue. Donc en fait dans le personnage de Bull se joue une confrontation de points de vue entre le point de vue du joueur et le point de vue du personnage joué. Hein, on s'entend bien. Donc, et je pourrais aller très très loin dans là où ça va, dans la compréhension qu'Antoine avait. Pour moi, Antoine, quand il est sorti de l'alarme d'Azilis, il avait fini Sens Néant. Pour moi, il pouvait. D'ailleurs, Classis te l'a proposé, il t'a dit je te sors de l'alarme. Je pense que t'as tout compris en fait. C'est à ce moment-là où je sais que je serai du mauvais côté à la fin, quoi. Voilà. Enfin, du mauvais côté, de ce qu'on estime être le mal. Puis vraiment, tu m'as fait des réflexions et tout. Alors, il faut voir que dans l'alarme de Classis, pendant toute cette fiction, il s'est déroulé aussi des trucs incroyables. C'est-à-dire que les bugs lui en ont mis plein la gueule, quoi. Dans l'alarme de Classis, vous l'avez assassiné, quoi. Ouais. Surtout Audrey et Antoine. Ouais. Parce que je vois Julien qui montre Audrey et Antoine du doigt. Effectivement. Parce que vous aviez compris, en fait, à ma gauche, là, parce que là, je suis à droite de vous, mais, enfin, vous êtes à droite de moi, mais moi, quand j'étais MJ, vous étiez à ma gauche. Vous aviez compris et presque fini le jeu. Ouais. Ouais. Ce qui a créé une petite tension pour moi en tant qu'animateur du contrat social de la partie, c'est-à-dire que je voyais bien que Amir et Julien étaient OK
pour continuer à jouer dans la fiction Sens Néant, alors que vous étiez déjà en mode, bon là on va confondre Classis, on sait que c'est lui l'assassin, on va lui péter la gueule. Tu vois, il y avait le côté, il y avait la table, il y avait ceux qui disaient, ouais mais non, on n'en sait pas encore assez sur la fiction Sens Néant, faut qu'on aille plus loin. Et en fait, les deux avaient raison, je pense, tu vois. Il y a même eu une discussion là-dessus. Voilà, il y a eu une discussion entre joueurs pour. Il y avait quand même, moi j'avais quand même à cœur de percer le problème posé par Bob avant de disparaître, quoi. Quand tu sors de l'alarme, en fait, quand je sors, ouais, quand je sors de l'alarme, je suis convaincu que Bob est l'assassin à cause du vitrail qu'on voit dans la chapelle d'Azilise, en fait. Il est toujours là au bon moment. Je trouve qu'il est hyper louche. C'est le conteur d'histoire dans Sens Néant, donc c'est le conteur d'histoire, c'est celui qui raconte qui affabule, qui enjolive. Un de tes arguments, c'est de dire aussi, on sait qu'Azilise l'a brisé, et comme par hasard, à côté d'Azilise, il y a un arbre, et on sait que quand les Sétentriens partent en morceaux, c'est-à-dire quand ils sont brisés, ils se transforment en perroquets, en cages, en arbres, en machin, ils explosent en myriadiens en fait. Et donc, la seule question que je me pose en sortant de la lame d'Azilise, c'est est-ce que Bob a gardé le souvenir d'être l'assassin ou pas? Est-ce qu'il assume ce rôle ou pas? Est-ce que c'est lui qui dirige les opérations ou pas? En fait, c'est ça le truc. D'accord. Et là, tu nous dis, ouais, mais avant d'aller poutrer l'assassin, il vous faut des armes, des machins et des trucs. Et c'est pour ça que je repars dans Sens Néant. Mais sinon, moi, j'allais tout de suite voir Bob et voilà. Et le confondre. Ouais. Alors, ceci dit, ça a pas duré. Enfin, les scènes de fiction sur la récupération des armes, on a fait donc tu as récupéré ton arme, Julien a récupéré la sienne, même si c'était pas une arme de feu. Ensuite, puisque vous alliez vers Arbora, c'était cohérent que Milan, alias Montardant, récupère son arme, puisque il allait en Arbora, qui était son école de foi. Et comme Ridger laissait tomber l'eau, j'ai fait OK, tout le monde va être servi. En fait, j'ai plus que deux scénarios finalement à construire avant d'aller à la résolution finale. Sachant qu'en plus en Arbora, on affronte aussi Freya et Ténèbres et Mycose, et que je récupère aussi l'arme de Ténèbres. Et pendant ce temps-là, l'eau se meurt puisque Antoine l'a délaissé. Tu vois, là, ça me semblait cohérent. Ouais. Antoine. Ouais, je voulais revenir aussi sur le rôle de l'assassin dans la psychologie de mon personnage, dans le rôle de l'assassin, et notamment au moment où on a confronté Bob. Mon personnage avait vraiment à cœur, pour le coup, de rester dans Néant pour dire pour rassurer Classis. Je te pardonne de ce que tu as fait, je t'accueille même avec ça. Je t'aime pour ce que tu es. Montrer à Classis ton affection à travers la fiction. C'est ça. Ouais, il brouille les limites de l'ontologie en fait entre l'un et l'autre. C'était ça, ouais. Et c'était important pour moi de dire, je ne te vois pas comme le méchant, je ne te vois pas comme l'antagoniste, je te vois comme celui qui va nous libérer, celui qui nous permet d'être là. Donc pour toi, si c'est pour libérer le monde, violer, assassiner, c'est ok. Alors pour mon personnage, pour Ridger, aucun problème, ouais. Aucun problème. Je ne parle pas en mon nom, sinon je vais recevoir des menaces de mort. Merci Romaric. Je maintenais volontairement l'ambiguïté, si tu veux, pour que les auditeurs comprennent bien les tensions, tu vois, qu'il y a. C'est-à-dire que c'est ça qui est compliqué. Ça m'a beaucoup amusé parce qu'on parlait de Marion Zimmer Bradley en dehors totalement de la partie de Sens après avoir fini, et donc Audrey m'a fait une révélation, c'est-à-dire je ne savais pas que Marion Zimmer Bradley, donc l'auteur de La Chronique de Ténébreuse, était pédophile. Et qu'est-ce que ça implique? Elle a été accusée de pédophilie. Elle et son mari, voilà. Et donc, leurs enfants et plein d'autres enfants. Quel effet ça fait de découvrir qu'un auteur qu'on aime bien a par ailleurs commis des crimes que nous, à titre personnel, nous jugeons totalement abominables. Et en fait, ce qui était génial, c'est que tu parles de ça à table, et moi, dans ma tête, je disais, mais c'est exactement le propos de Sens Néant. On est en train de jouer à Sens. On est en train de jouer à Sens. Et j'ai trouvé ça assez magique, voilà. C'est-à-dire, voilà. Je retourne dans la fiction là quand on est en Arbora. On est donc sous Gaïa, et là on comprend un truc important quand tu nous décris comment l'école de l'eau est en train d'être éradiquée. Tu décris que les Sétentriens et les Myriadiens constitués d'eau perdent complètement leur lien. Et là on se dit bon sang, mais c'est bien sûr, pour les faire perdurer et les sauver, il faut que nous, golems, qui avons une certaine indépendance, tissions des liens avec eux. Et là, le personnage d'Amir et le mien, nous mettons à tisser des liens avec tous ceux qui nous entourent afin de les sauver. Pour les sauver, ouais.
C'est-à-dire le lien est la façon de sauver de l'extinction. Voilà. Parce qu'il faut être très clair, les liens dans Sens Néant sont bidirectionnels. Quand un myriadien se lie à un autre, admettons, je me lie à la tasse de café qui se trouve devant moi à 1 point en nombre, la tasse de café est liée à Romaric à 1 point en... Là, est choisi en lumière ou quoi, mais en tout cas, le lien existe. La nature élémentaire que chacun lui donne est un peu différente, l'interprétation que chacun lui donne est un peu différente, mais le lien existe. Donc, concrètement, quand la lumière disparaît, tous les liens empreints de lumière chez les sétentriens s'affaiblissent. Et tous les liens qui connectent des individus qui appartiennent à l'école de foi de la lumière s'affaiblissent et sont évanescents. Donc les myriadiens, les sétentriens, à mesure que les écoles de foi sont enfermées dans la pierre du désespoir absolu et donc coupées de leur monde, concrètement sont torturés, sectionnés, brisés et redeviennent des myriadiens, c'est-à-dire que les sétentriens commencent à redevenir des chimères, etc. Et tout ça est un peu progressif, il y a une espèce de temps de réalisation, des répercussions, etc. Donc il y a un côté assez horrible de voir ce monde qui s'écroule en fait petit à petit. Se rabougrir vraiment, ouais, complètement, fondre littéralement, quoi. Je fonds, mais quel monde. Donc il y a ce côté-là, et sauf que au fur et à mesure de l'aventure, vous avez appris que vos liens, les liens que vous tissiez vous, notamment entre vous, mais pas uniquement, ne sont pas bidirectionnels. Et donc vous semblez échapper aux conséquences, aux répercussions que l'enfermement des runes dans la pierre du désespoir absolu provoque pour les autres. Et donc vous dites, si je me lie, je sauve en fait ce qui exactement la même réaction que Montardant quand il est dans l'alarme et qui se dit Asinis va disparaître, mais il restera son souvenir en moi. C'est exactement c'est un peu les mêmes procédés. Il y a un petit truc qu'il faut préciser. Excellente idée. C'est que quand on est dans l'école de la lumière et que Éclat discute avec Lucie lui apprend qu'en fait les golems ont été forgés. Dans les forges de miroir, dans les forges de Lumnos. Lumnos, tout à fait. C'est Lumnos. Lumnos, oui. Ouais, tout à fait. Et du coup, moi, je fais le rapprochement quand on est ensuite sous Gaïa, avec cette histoire de lien, qu'en fait, on a été forgé à partir de pierres du désespoir. Absolument, exactement. Ouais. Vous le faites à ce moment-là, le rapprochement ? Ouais. Je crois, ouais, ok. Et donc, du coup, vous comprenez que chaque golem, en fait, mais golem, en plus, le mot, ce que je vous disais dans la voiture hier, le mot aurait dû évoquer quelque chose pour vous, tu vois. Un golem, c'est une construction de pierre, tu vois. C'est, enfin, dans la fantaisie, quoi. Et donc, du coup, effectivement, vous découvrez que vos personnages sont forgés de pierres du désespoir absolu. Voilà, donc, tout ça est, au final, vous décidez de vous rendre dans la forêt des 1000 murmures, d'où semble provenir... Parce que après avoir été... Alors, on confronte Bob, quand même. Vous avez, après avoir confronté Bob, vous êtes pas trop sûr. Vous savez pas trop si c'est vraiment l'assassin. Si. Oui, si, vous savez que c'est un morceau de l'assassin. Mais vous savez pas si c'est lui à qui il faut péter la gueule, tu vois. Concrètement, je le dis comme ça. Vous savez pas si c'est lui le méchant. C'était vraiment un fragment voilà. de l'assassin. Ça, vous le savez. Un fragment de souvenir. Ça, vous avez compris, ouais. Mais vous savez pas si c'était lui le grand méchant de l'histoire, tu vois. Il restait encore un doute à ce sujet-là. Est-ce que c'est lui qu'il faut éliminer pour éliminer la corruption? C'est ça, le truc. Donc, vous dites, OK, on va rentrer dans la forêt des 1000 murmures. Mais d'abord, on va faire un petit détour, on va aller en Arbora, et je vais demander, en fait, concrètement, à Milan, alias Montardant, dit, je vais demander à Gaïa de me faire hériter d'une arme pour pouvoir, Écorce, donc, qui est ta maîtresse, décide de s'enfermer dans sa lame toujours ardente, et te la confie. Et c'est là que Mycose... Alors qu'elle n'est pas d'accord. Non, elle dit à Gaïa, attention, néanmoins, quand vous aurez confié votre arme, si Montardant l'éloigne, vous serez menacé. C'est ça. Elle est pas d'accord, parce que sinon elle serait pas enfermée. Elle est d'accord pour te la confier. Elle pense que t'en es largement digne. Hein. Mais elle disait que c'était une mauvaise idée, justement, parce voilà, que ça laissait c'est une mauvaise idée. Gaïa sans défense. Mais à travers ce mentis-là, elle veut juste dire qu'elle aime Gaïa et qu'elle a envie de rester auprès d'elle. Tu vois, c'est plutôt ça qui se jouait à ce moment-là. Et donc, au moment où il récupère son arme, Mycose ouvre la porte de transfert qui se trouve sous la Arbora et fait entrer, alors qu'ils s'étaient fait chier à construire des remparts, il fait entrer le mal par l'intérieur, tu vois. Et vous l'empêchez à ce moment-là, vous le combattez. Et on savait qu'il y avait un traître, on savait pas qui. Mais vous savez pas qui. Et le pire de tous, parce que capable d'ouvrir une porte sous la forteresse, qui est quand même odieux, quoi. C'était le pire traître possible, en fait. Globalement, il y a un combat sous l'Arbora, dont vous émergez victorieux. Vous sauvez Gaïa, vous sauvez même Fréja, ce qui est très très fort, grâce à Bulle,
qui décide. Je prends l'acide de Fréja. Tu prends l'acide de Fréja. Tu libères Fréja en fait de son. Par le biais du testament. Très beau. Ouais. En te couvrant toi-même d'acide, tu choisis vraiment. Tu sacrifies beaucoup. Hein. Ouais. Mais à ce niveau-là, de toute façon, pour moi, j'allais devenir, comme je disais, le golem d'acide. Les masques étaient tombés. Pour Ridger, c'était plus un sacrifice de prendre des points d'acide. Bah non, parce que ça construisait ce que le personnage ce pourquoi le personnage était fait pour, et que je pouvais pas révéler avant, parce que sinon, j'avais quand même de grandes chances de me faire casser la gueule par les 3 autres. Quoi. Petit menteur, va. Petit menteur. Mais bien sûr. Ou grand menteur. Donc vous, fort des armes, chacun a son arme maintenant. Hein, il faut toujours se méfier quand les personnages de Antoine sont sympas. Non plus d'ego, sont faibles, sont. En tout cas, voilà, vous avez chacun une arme, et là, c'est le moment d'achever cette histoire, de refermer le livre. Vous allez dans la forêt des 1000 murmures, vous découvrez l'identité de l'assassin, confirmez qu'il s'agit bien de Bop. Malheureusement, pendant ce temps-là, les écoles de foi se meurent. Myriade est en train gentiment de mourir et de devenir Mars, en fait, la rouge. Alors, c'est pas Bop l'assassin, c'est l'Ultima de Terre. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui. Oui, mais. Alors vous découvrez. Oui. Pardon. Effectivement, non mais Julien a raison. Il y a effectivement cette découverte que, en réalité, celui qui s'est couvert d'acide pour assassiner cet entrain, c'est celui qui devait le servir et le protéger, son premier serviteur, l'Utrima de Terre. Donc vous découvrez également qu'il est le père de cet entrain. C'est très particulier. Et que c'est à la demande de cet entrain qu'il l'a tué. Qu'il le tue, hein. Pas sûr. Ok, non mais c'est. De toute façon, c'est quand même une histoire où les pères se retournent contre leurs propres enfants. Hein. Ah oui, c'est sûr. Melbius, c'est ça aussi. Hein. Très bien. Je veux pas rajouter de commentaires parce que après, au terme de cette fiction, je vous demanderai après de me raconter des scènes. Où les pères tuent les enfants. Classis avait adopté Céline, il l'a tué. En tout cas, pas vraiment, mais quand même. Comme dirait Fabien, ici on a un des propos de sens et un des sujets de sens, c'est la parentalité. C'est les relations entre le père, le fils, la mère, le père, etc. Enfin, c'est des relations, on va dire, familiales. Et en cela, c'est assez mythologique. C'est pareil dans la mythologie, c'est toujours des histoires d'enfants, de femmes, d'enfants, de pères, de mères, de machin, etc. Au terme de cette découverte, vous confondez donc l'assassin au pied de la tour indéfinie, où certains septentriens décident de partir, et chacun d'entre vous fait les choix qu'il croit justes. Audrey, à travers Éclat, décide de se mettre aux côtés d'Indalès, et donc de rester fidèle à l'ultime sentiment. Ouais, en fait, je pars du postulat que Azilise, qui est présente sous forme humaine et donc absente au monde, a découvert sa propre forme d'ultime sentiment et que c'est ça qui l'a transformée et qui lui a permis d'enfanter. Et donc, en accord avec Indalès, je décide de donner tous mes liens à mes amis qui sont là, de ne garder que l'acide et d'aller faire une protection d'acide autour du cœur d'Azilise étendue. Je me rends compte, c'est impossible de raconter la fiction de cette partie de jeu de rôle-là, tellement elle est complexe. C'est vrai que c'est très compliqué. Amir, toi, tu décides de un peu comme Deus, de rester entre deux, quoi. Tu choisis pas vraiment de camp à la fin du. En fait, pour résumer, j'ai mis un petit peu de temps. Il y a 1 heure ou 2 que je me suis rendu compte que, en fait, depuis le début, qu'on est sorti de la larme d'Azilise, je pressentais, sans vraiment comprendre toutes les implications et autres, je pressentais que il y aurait 2 mauvais choix. Enfin, 2 choix que je considérais pas très bons. C'est-à-dire, soit la liberté de l'assassin qui condamne Myriade et les Myriadiens, soit, effectivement, sauver Myriade, mais... Ouais, tu sentais que t'étais dans une machine infernale, en fait, où ni les méchants ni les gentils n'avaient raison. Voilà, il n'y avait pas de gentils, pas de méchants. C'est pour ça que j'ai été triste. Ouais. Avec en plus le départ d'Azilise. Et donc je cherchais un autre moyen, une autre sortie. La seule que j'ai trouvée, ça a été donc depuis quasiment le début de... Le début. Quasiment. Deuxième épreuve. Ouais. Deuxième épreuve. Je développais ma version du sentiment ultime. C'est-à-dire que j'avais développé
Je suis attaché à la recherche du sentiment ultime, en terre, en eau, enfin dans les six éléments. Voilà. Il avait 60 points de lien consacrés uniquement à la recherche de l'ultime sentiment et sur chaque élément. Voilà, donc j'étais à 10 dans tous les éléments. Une vision totale de l'ultime sentiment. En mode, l'ultime sentiment, c'est vraiment maximiser la totalité des éléments. Ce qui est exactement la doctrine sétentrienne. C'est exactement ça. Et moi, j'étais persuadé que tu pencherais du côté d'Indales, en fait. Je pensais qu'il n'y avait même pas d'ambiguïté, en fait. Là, j'ai été partagé entre Milan et moi. Voilà, en fait, c'est ça. Moi, ce que j'ai senti, c'est le moment, en fait, j'avais l'impression que ton perso, on aurait été au cinéma, il aurait clignoté, tu sais. On aurait vu Milan, on aurait vu Montardant, Milan, Montardant. Et en fait, il y avait comme un espèce de bug, c'est-à-dire que le personnage devenait injouable parce que je pense que, honnêtement, Montardant, moi, je le voyais vraiment pencher du côté d'Indales. Montardant voulait pencher du côté d'Indales. Mais Milan ne savait pas, en fait. Mais Milan hésitait et voilà. En ce sens, t'es exactement comme Antoine. Oui. Parfaitement. Sauf que lui a quand même fait son choix, alors que moi, j'ai pas un voulu beau cadran. Ouais, un beau cadran. Sauf que moi, j'ai pas voulu faire mon choix. Et donc, j'ai fait autre chose. C'est moi qui ai décidé de transmettre mon sentiment ultime à tout le monde. Voilà, moi, j'ai assumé mes choix. Comme depuis le début. Oui, c'est ça. Mais regarde la manière dont... J'ai eu le syndrome Deus, je l'ai dit. Et il y a quand même Harder qui, je trouve, a fait un choix à la fois original et puis assez fidèle en fait à son personnage. C'était assez intéressant parce qu'effectivement il y avait à la fois une cohérence avec le personnage de Harder et avec le personnage de Kiri-san, puisque son premier mouvement c'est je sais pas quelle est la bonne solution mais je continue à me battre. Et donc il commence par se battre contre Belial pendant que les autres discutent. Et une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire... Belial est vaincu. Après avoir vaincu Belial, en fait, il reprend sa mission qui est de sauver les enfants d'Azilise sans choisir un camp ou l'autre. Et donc, il arrache les enfants à Bop et il part là où les autres semblent avoir trouvé une issue de secours, qui est la tour indéfinie. Ouais. Donc toi, tu emmènes les enfants d'Azilise dans la tour. Et il est à la fois dans l'action totale qui définit Harder, qui est on agit d'abord, on réfléchit ensuite, une fois qu'on a des retours pour pouvoir prendre une décision, et à la fois dans la protection et dans la vie, qui est plutôt la posture de Kerry en tant que quadrilla de la vie, c'est-à-dire protection des autres, qui est un truc qu'il a obsédé depuis le début de la campagne avec son frère au début de ça. Donc c'était assez rigolo de voir comment est-ce qu'effectivement il y avait une sortie de personnage où un des personnages devenait l'autre d'une certaine manière. Exactement, ouais. C'était très intéressant. Alors, à savoir que dans la base, il est écrit que, je sais pas si c'est écrit, mais il y a une recherche, le MJ doit rechercher une certaine forme d'unanimité autour de la table. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord pour pencher soit d'un côté, soit de l'autre. Ici, c'était vraiment pas du tout hyper mal barré. Et donc là, j'invite aussi les meneurs de jeu à prendre des distances par rapport à ce qui est écrit dans la base. Et là, par exemple, ici, chacun a fait ses choix et on a fait rideau. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on finissait la partie sur le combat a lieu, mais fin. On sait pas qui a gagné, en fait. Et quelque part, c'est pas mal de rester là-dessus, d'en rester là-dessus, où chacun a l'impression d'avoir été au bout de son personnage et voilà. Pour terminer quand même, à la fin de la tour indéfinie, on arrive avec les enfants et d'autres myriadiens sur la Terre. Sur l'étoile bleue. Sur l'étoile bleue, qui est la Terre. Qui s'avérera être la Terre. Et donc, à ce moment-là, moi, pour les protéger, je prends les enfants à l'intérieur de moi. Ouais. Et d'un seul coup, très bien au rêve de Kerry. Ce qui correspond en plus à la volonté de Kerry d'avoir un enfant. Et du coup, ça crée aussi la continuité. C'est là qu'on prend conscience de la continuité entre nos golems et vos nos armures, carapace pour moi. Ouais. Et ce qui me permet, moi, en tant que Kerry, de comprendre que ma carapace, c'est bien la transformation de ma philonite et pas un remplacement, puisque je retrouve dans ma carapace la continuation Et ça change pas mal de choses, je pense, pour la manière dont... T'en avais déjà l'intuition quand tu disais, ouais, c'est pareil, ça résiste au choc ontologique et tout. C'est pareil, mais je savais pas si ça avait pas été recréé, je savais pas si ça avait été cassé et reformé, ou si c'était une continuité. Très bien. Mais c'est Milan qui, à un moment donné de la fiction, quand on est avec la 6, fait complètement le rapprochement entre l'acide et la philonite de toute façon. Non, c'était Kerry. C'est Kerry ? Ouais. Je croyais que c'était toi à un moment donné. Milan reste en observateur. Oui, mais voilà, mais il cherche à vérifier les hypothèses de Kerry. Voilà. Moi, je fais des expériences sur les hypothèses de Kerry. Nickel. Alors, évidemment, là, on vient de vous raconter en 1 heure
un écoulement de 4 parties de jeu de rôle. C'est-à-dire, on a vraiment donc évidemment, on n'est pas rentré dans les détails. Il y a plein de choses qui se sont jouées, des moments éclaircis, etc. Par contre, ce que je peux dire, c'est que vous avez été extrêmement fidèle au livre. Mis à part le fait que vous deviez affronter des Outrima qui correspondaient à vos écoles de foi, c'est-à-dire les seules torsions au livre, ça a été que on n'a pas été à l'école de l'eau pour Antoine et qu'on n'a pas été à l'école de feu pour Julien. C'est-à-dire, en gros, j'ai amputé la moitié de la fiction parce que la moitié de ma table avait déjà fini le jeu, donc je voulais pas. Mais en trouvant des alternatives pour que vous ayez quand même les armes pour pouvoir combattre, etc., etc. C'est la seule torsion. Sinon, en termes de fidélité, en fait, de ce qui est écrit dans la base, on est ultra raccord. Avec des couleurs un peu différentes, la nuance que le testament de Settantra, dans la fiction que vous avez jouée, est devenu un personnage à part entière, c'est très intéressant, et que vous avez sculpté vous avez fait vous avez fait un enfant tous les deux, Antoine et Audrey, enfin Éclat et Bulle. Ça c'est très compliqué parce qu'on surfe entre 3 ontologies. Donc ce qui est drôle, c'est que c'était les deux qui n'avaient pas à prendre en main les règles de la forge au début. Ouais, et c'est eux qui les ont. Et au final, c'est vrai que ce week-end, c'est vous qui les avez le mieux exploités. Donc certes, on a accéléré un peu la partie guerre de tous contre tous. Mais sinon, la fidélité au livre. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette fiction, vraiment, lisez les livres, tout simplement. Vous découvrirez en fait la face cachée de ce qu'on vient de vous raconter là. Parce que là, tout ce que vous avez raconté, c'est les choses qui concernaient ce que vous avez apporté au livre, et tout ce qu'on n'a pas raconté, c'est ce qui est dans le livre. Donc, en lisant le livre, vous aurez les conclusions. Donc là, les meneurs n'ont pas besoin. Évidemment, si vous écoutez ces podcasts sans jamais avoir joué à Sens et que vous savez que vous ne jouerez jamais à Sens, n'hésitez pas, si vous voulez compléter cette fiction, à lire les livres. Maintenant, il nous reste 30 minutes seulement. 30 minutes. Extrêmement court. Pour débriefer très 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 rapidement vos scènes, les scènes que vous voulez garder. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué? Ou alors, sinon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? Notre plus beau souvenir. Voilà, par exemple. Le combat avec l'aiguilleur. Ah, voilà, on n'a pas parlé de ça. Désolé. Audrey, tu veux commencer? Antoine, Audrey? Je sais pas. Oh, vas-y, Antoine, vas-y. Alors, Antoine, moi, qu'est-ce que tu veux dire sur Sens Néant? En fait, alors, là, je vous ouvre la parole. Dites ce que vous voulez dire sur Sens Néant. Ce que je veux dire, je vais essayer. C'est une très grosse parenthèse, mais je vais essayer de résumer très vite. On a eu une discussion sur votre bilan sur Sens Néant. L'implication de nous en tant que joueurs dans Sens Néant. Qui me paraît hyper intéressant. C'est-à-dire que suivant les joueurs et suivant les affinités de chacun, on s'est retrouvé à avoir un débat de savoir si on utilisait Sens Néant comme une fiction dans la fiction, ou si nous, en tant que joueurs, on zappait la fiction Sens classique pour être pleinement dans la fiction Sens Néant. Et rapidement, on s'est aperçu, enfin en tout cas pour ce qui est de mon ressenti, c'est de dire, moi, mon personnage, il prend ça que comme une fiction. Donc il en a un peu rien à foutre des implications émotionnelles que tout ça va générer dans l'histoire. Tu veux dire que tu joues principalement Ridger? Donc je joue principalement Ridger qui joue un jeu de rôle. Et à ce titre, Ridger se sent pas impliqué dans le sens où il cherche avant tout un levier, un moyen à l'intérieur de cette fiction de péter la gueule au kabuki et à l'aiguilleur. Et pour lui, c'est juste un moyen. Et donc, moi, je l'ai vraiment ressenti comme un passage en apnée. C'est-à-dire, et au moment où on repart dans le combat, c'est à ce moment-là où je reprends une grande inspiration et tu veux dire le combat contre le kabuki, quoi. Au moment où Classis brise l'alarme et dit OK, maintenant je vous ai appris tout ce que je devais vous apprendre, et vous devez être capable maintenant de le vaincre, voyons ce qui se passe, quoi. Et c'est là où je me sens respirer à nouveau, là où j'étais c'est vrai que tu pars direct dans le combat en mode immédiat reste, quoi, en mode enfin je suis libéré de cette histoire et je respire à nouveau, cette apnée est terminée, quoi. Ouais. Ok, donc pour toi, Sens Néant, c'est un passage sous l'eau, quoi. Dans les ombres. Ouais. Voilà ce que je retiendrai de Sens Néant. Très intéressant. Ton bilan sur Sens Néant, Julien? Moi, effectivement, le jeu de mise en abîme est plutôt très intéressant. Effectivement, Sens Néant est un monde qu'on pourrait avoir, que en tant que joueur, Julien, j'aurais pu avoir envie d'explorer à l'infini.
mais je trouve que le fait de le jouer en tant que Kérisan avec des enjeux, et de temps en temps, je me posais la question, qu'est-ce que ferait comme hors-jeu Kérisan ? C'est-à-dire que Kérisan, elle se sent un peu avoir le poids du monde sur les épaules. Donc, bon, s'il faut utiliser, c'est le fameux truc où on utilise des informations qu'on n'a pas, parce que notre personnage n'a pas, mais qu'on a entendu autour de la table. Et je me disais, Kérisan, ça la gênera pas trop, en fait, parce que si ça l'aide à comprendre ce qu'elle a à comprendre, en fait, elle pourrait y aller. Donc, c'était assez intéressant de se poser la question, comment est-ce que Kérisan laisse ou pas de la place à Harder ? Et puis à la fois, il y a aussi des moments où j'étais vraiment dans le jeu de Harder et où il y avait une volonté de profiter de l'esthétique typique de Néant. Et en tant que Julien, je trouve que le fait de changer les perceptions avec un truc aussi riche que l'Alvéa et le Mantis, ça rend des trucs vraiment, vraiment intéressants. Et la lecture sentimentale, c'est vraiment un coup de génie, je trouve. Voilà. Et en plus, vous allez pouvoir l'utiliser maintenant grâce à l'amélioration de vos Philani armures. Vous allez pouvoir l'utiliser dans ce sens maintenant. Et ça va être ultra bon. Et notamment le fait de pouvoir explorer des souvenirs et de pouvoir y intervenir pour modifier un élément du présent, ça j'ai trouvé que c'était absolument génial comme processus. C'est ce que j'ai utilisé avec Deus et tu hackes les pensées, quoi. C'est du Inception. Voilà. Donc voilà, je trouve que ça te plaît beaucoup. Ça, c'est des mécaniques que j'ai trouvé vraiment très rigolotes de jouer avec. Et c'est cool parce que c'est l'un des héritages. Heureusement, c'est l'un des héritages de Classis, de Sens Néant pour Sens Cosmo et Chaos. Donc tu vas pouvoir continuer à t'éclater comme ça dans la suite de l'histoire. Je te le garantis. Audrey, ton bilan sur Sens Néant. Puis après, je vous poserai un type de question encore plus méta. Alors, je me suis plutôt bien amusée jusqu'à ce que je comprenne que Classis était finalement l'assassin. Ouais. Après, j'ai trouvé ça un petit peu long. Pour Lexa, l'idée, c'était de rester suffisamment longtemps dans la fiction pour avoir le temps d'être forgé. Parce qu'en fait, nos personnages éclats, Bulle, etc., forgent, mais en fait, cette fiction est une manière pour Classis de forger Lexa et ses compagnons pour qu'ils soient à la hauteur du combat contre le Kabuki. Et on sait que le Kabuki, c'est aussi forgé volontairement, rassure-moi. Partiellement, ouais. C'est un peu comme quand tu signes en bas d'une page et que t'as pas lu tous les petits caractères, mais. Tu voudrais dire que jouer avec Classis, c'est comme signer un contrat avec le diable, Audrey? Je ne comprends Probablement, oui. C'est quelque chose comme ça que je veux dire. Donc voilà. Donc moi, je me suis vraiment après éclatée sur l'esthétique du combat avec le Kabuki. Quand elle sort sa boîte et que la boîte en fait c'est celle de Lucie et qu'à l'intérieur en fait ce qu'il y a c'est le cœur d'Asilis et que le Kabuki cette forme là de Classis rejoint le cœur d'Asilis. J'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Ce qui est marrant, c'est que je retrouve là ça aussi chez Antoine, et c'est ce que je vous avais dit au départ quand on a fait les débriefings des premiers scénarios. Je te dis, vous continuez de jouer à Sens tous les deux, Antoine et Audrey, alors que vous deux, Amir et Julien, vous jouiez vraiment à Sens Néant. Il y avait une cohérence interne de vos fictions. Et je vous ai dit, vous allez vous éclater quand vous allez sortir. Et tu vois, ça n'a pas raté. Je pense que c'est parce que en tant qu'Audrey joueuse, je m'éclate plus avec Lexa qu'avec Éclat. D'accord. Ouais. Okay. Lexa, elle a choisi de jouer un personnage qui ne lui ressemble pas. Alors que toi, Audrey, tu trouves. Et du coup, non, mais elle est plus fun, quoi. Donc, voilà. Elle est plus fun. Elle est beaucoup plus fun. Ça, c'est clair. Elle est beaucoup plus fun, donc bon. C'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Ouais. Et c'est pareil avec Bulle. Je vous avais dit tous les deux, vous prenez des personnages qui vont être difficiles à jouer. T'es à la limite de l'anti-jeu, toi, Antoine. Ouais, mais toujours. Ouais. Mais au final, ça a tourné comme je voulais. Là où j'ai une grosse satisfaction sur Sens Néant, c'est d'avoir mené ensemble, parce que ça se fait pas tout seul, mais d'avoir mené le personnage là où je voulais l'emmener, quoi, vraiment, et d'avoir ce retournement de situation à la fin. Alors libre ou pas libre, Antoine, quand même. Tu vois, par rapport à la discussion que tu avais avec Classis, quand tu disais « Ah, mais on est déterminé, c'est nul, ton histoire, c'est participationniste ». Libre ou pas libre au final? Ah Bulle, il est pas libre du tout. Oui, mais les joueurs, je te dis, du point de vue. Lesquels de joueurs? Mais, Ridger, Alexa, est-ce que Sens Néant est un jeu participationniste ou pas? Je vous pose la question, franchement.
Pour moi, sachant que vous pouvez prendre oui les 3 premiers scénars, non les 3 derniers, tu vois. Non, mais pour moi c'est vraiment un roman adapté en jeu de rôle, quoi. C'est un truc qui marche pas. Je m'entends. C'est pas le type de jeu que j'aime parce que ça manque justement de cette liberté. Et je trouve que ce poids-là de dire c'était un roman, c'était une histoire figée dans lequel j'en ai fait un jeu de rôle, donc j'ai créé des espaces à l'intérieur de ce truc-là, de manière à ce que vous puissiez agir. Des interstices. Je trouve que ça se ressent très bien dans Néant. Et justement, ce côté avec en plus le passé simple et le présent, tu vois, ce côté enfermé. Dicté à trous, quoi. Exactement. Oui, mais alors là, tu crois pas si bien dire. Complètement. Et il y a vraiment de ça dans Sens Néant qu'on va avoir beaucoup moins, enfin, de mon ressenti sur Sens, quoi. Mais aussi parce qu'on a les persos de Sens. Enfin, moi, j'incarne un perso de Sens qui lutte contre ça, donc il fait tout pour pas se retrouver dans les cases dans lesquelles on a tendu. Sauf quand on enchaîne sur des scènes scriptées, y compris dans Sens, où on se reprend ce machin dans la gueule, quoi. Et on se dit putain, mais en fait j'étais dans un interstice, quoi. Fuck. Julien. Alors moi, je pense que Sens Néant, pour moi, il n'y a pas trop de différence entre Sens et Sens Néant sur la dimension. Enfin, la dimension quelqu'un le soutient. Scriptée, c'est-à-dire que dans tous les cas, on est dans Amir est d'accord. Vas-y, prends un micro, Amir. Oui, je suis totalement d'accord. Non, mais regarde le micro d'Audrey, puisque on est dans quelque chose de très scripté, et on est dans un roman à trous à plein de moments. Ouais. Donc, il y a un participationnisme qui est fort, mais ce qui m'a fallu du temps pour trouver, c'est que l'autre espace de liberté, c'est l'espace de la manière dont nos personnages sont impactés par la fiction. J'ai pas un sentiment d'une grande capacité d'influence sur la fiction, sauf à jouer sur l'esthétique. Mais par contre, avec les outils qui me sont donnés pour jouer un Sétentrien, je vois à quel point j'ai par contre une grande liberté de décider comment mon personnage devient un élément du monde. C'est-à-dire comment est-ce que je vais jouer sur sa sensibilité avec les Sétentriens, comment je vais jouer sur ses liens, comment est-ce qu'il va pouvoir forger, s'associer. Mais la trame narrative, elle, bougera pas trop. Voilà, mon impression en tout cas en tant que Julien. D'accord, ok, très bien. Amir? Pour moi, c'est effectivement Sens normal comme Sens Néant, c'est la même chose. C'est-à-dire que une histoire est écrite, on a peut-être moins conscience dans le sens Cosmo, mort et autres, mais l'histoire est écrite et nous, on doit trouver les failles de l'histoire pour pouvoir écrire la nôtre. Mais l'histoire est déjà écrite, il y a les contraintes, c'est les mêmes en fait, pour moi. Enfin, je ressens les mêmes. Tu ressens exactement les mêmes. C'est bel et bien un sens, tu vois. C'est pas. Sauf que pour moi, dans Sens Néant, la fin était écrite. Les contraintes sont rendues explicites. La fin était écrite, alors que dans Sens, la fin n'est pas encore écrite. Et ça, j'en suis pas sûr. Tu vois, je m'en fous. Moi, j'y crois. Mifos, il a déjà écrite la fin, et nous, on est justement là pour la changer, exactement comme dans Sens Néant. Donc, la fin n'est pas écrite. Dans Sens, alors que dans Sens Néant, la fin est écrite. Mais Myriade disparaît. Point. Et ben justement, je suis pas sûr que cette fin-là ait été écrite. On n'a pas réussi à la changer, mais je pense qu'on pouvait. Myriade a disparu ou alors elle s'est exportée sur la Terre? Ça dépend. Myriade, c'est la planète ou c'est ses habitants? Exactement, c'est ça, tu vois. Je ne sais pas. Antoine, tu voulais prendre la parole? Ouais, je trouve intéressant ce que dit Amir, mais moi je prends le problème de manière inverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans Sens, on a des grandes phases de liberté et certains goulets d'étranglement, là où dans Néant, on a beaucoup de goulets d'étranglement et quelques phases de liberté. Je suis totalement d'accord. Et donc, je trouve que les trous dans Sens Néant sont beaucoup plus courts et beaucoup plus... Et tu vois, il y a un système... Je suis d'accord avec ça. Et il y a un système de narration... Alors, moi, je vais dans le sens là aussi. Hein. Il y a un système de narration qui rend ces trous... cette absence, si j'ose dire, de vide encore plus explicite, c'est le passé simple. J'en parlais tout à l'heure un petit peu brièvement, mais le fait que l'histoire soit dite, narrée au passé simple et qu'en fait on se retourne juste pour le joueur pour lui dire alors tu fais quoi? Bah je vais à gauche, et là pof, la narration au passé simple prend et tout ça, ça donne une sensation d'oppression, enfin de cadre très très strict. Qui ne manque pas de beauté par ailleurs, qui ne manque pas d'élégance. C'est pas un jugement sur le. Oui. C'est la façon dont je le ressens. Julien. Bah moi j'ai quasiment le sentiment inverse. C'est-à-dire qu'en fait globalement Sens Renaissance et Sens Mort on gagne
C'est-à-dire qu'à la fin, on libère la Terre et on libère la Lune. Et qu'à la fin de Sens Néant, on perd Mars. Et alors du coup, et j'ai l'impression que dans tous les cas, c'était scripté. C'est-à-dire qu'on devait libérer la Terre, on devait libérer la Lune et on devait perdre Mars. Et cette impression de liberté, elle est qu'on gagne pas. Alors qu'au contraire, il nous est proposé quelque chose qui nous a été proposé dans aucun des précédents. Dans les deux précédents, on devait gagner la Terre, on devait libérer la Terre, on devait libérer la Lune. Mais là, sur Sens Néant, Mars va être détruite, mais on peut choisir le camp. Ça nous a jamais été proposé encore de choisir notre camp. Le camp, pas QAND, hein, le camp au sens du camp militaire. Hein. Enfin, de quel côté on est. Du parti qu'on prenait, est-ce qu'on était du parti de l'assassin, est-ce qu'on était du parti de ceux qui luttaient quand même contre vous risquez d'avoir des surprises sur la fin. Mais c'est un faux choix. C'est un choix esthétique, mais c'est un choix. Alors que le choix de libérer la Terre, c'était un faux choix aussi. Et c'était même pas un choix. Alors, un élément qu'il faut prendre en compte dans cette conversation, c'est que c'est le propos de Sens Néant. Et donc, du coup, les règles et contraintes du jeu de rôle sont rendues explicites par Classis. Ce qui permet aux personnages des joueurs de discuter des limites du jeu de rôle classique. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose... C'est que Ridger n'est pas conscient d'être dans une fiction. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, Alexa non plus, bien sûr. Mais non, mais bien sûr. Mais ça permet de parler dans l'alarme. Pas encore. Dans l'alarme de Classis, ça permet de parler avec ses joueurs à travers leurs personnages ou non au cours des débriefings. Ça permet de parler des limites du jeu de rôle traditionnel. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste ajouter ça parce que il faut pas oublier que et c'est le propos du travail et c'est tu vois. La question c'est est-ce qu'on se sent plus libre dans un système où on connaît les règles et les contraintes pour évoluer et créer, ou est-ce qu'on se sent plus libre dans un système qui est beaucoup plus bac à sable? Mais après, tout ce que vous dites, c'est que pour vous, la notion de liberté est importante lorsque vous effectuez une partie de jeu de rôle. En fait, finalement, ça trahit plus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers un système donné, on trahit en fait, en fonction de vos réactions, davantage vos attentes. C'est-à-dire que Julien, en fait, je pense que ce que tu dis, ce que j'entends, et tu me corriges si je me trompe, c'est finalement, moi, j'ai plus apprécié en fait ce cadre-là. Mais non, t'es pas d'accord. Non, en fait, moi, je suis en tant que joueur dans le jeu traditionnel, je suis extrêmement fan de bac à sable. C'est vraiment ma forme préférée. Et des formes aussi scriptées que ces scénarios-là, j'en fais plus depuis des années. C'est très très particulier. Et je pensais pas aimer ça en fait. Sens m'a fait découvrir que je pouvais aimer ça. Mais que pour moi, ça a été un apprentissage. Ça a été un apprentissage de laisser la main sur la vraie évolution de la fiction. Là-dessus, j'ai beaucoup regardé Antoine faire. Il a montré clairement dans certains combats comment ce qui était important, c'était pas du tout de gagner ou de perdre, mais c'était comment tu gagnais ou combien tu perdais. Ouais. Et ça, c'était une vraie découverte pour moi. Et donc, dans Sens Néant, j'ai été au bout de cette découverte-là. Où je savais que j'avais de moins en moins d'intérêt sur le fait de sauver réellement Azilis ou pas. Ce qui m'intéressait, c'était de tenir mon personnage jusqu'au bout dans les prérogatives que je m'étais données. Et du coup, je me suis senti relativement libre. Là où aussi, moi, le particulier, c'est que j'ai été transformé en quadrilla. Donc, j'ai déjà eu une contrainte forte sur mon personnage. et donc, je pense que du coup, j'ai pas encore vraiment fait le point là-dessus, mais je pense que Kiri-san aura peut-être beaucoup plus l'impression d'être elle-même dans une fiction que n'auront été les bugs qui sont restés humains. Parce que elle s'est déjà aperçue qu'elle avait subi des choses et que d'une certaine manière elle avait encore la solution de comment résoudre ou pas les problèmes, mais elle n'avait pas forcément la question de les résoudre ou pas, puisqu'on lui a tout de suite dit globalement t'es bug, t'es là pour sauver le monde, donc globalement il va falloir qu'elle le sauve. Et voilà, donc non, c'est pas que j'ai préféré Néant, clairement je suis très content de repartir sur Kiri parce que j'avais un peu essoufflé ce que j'avais fait avec Ardeur, qui était un personnage qui était un fonceur, mais bon, au bout d'un moment, ça manque de profondeur. Et même ça a été très agréable là-dessus. Mais simplement, sur ma perception de la liberté en tant que joueur dans l'un et dans l'autre, j'ai pas l'impression d'avoir été tellement plus en liberté dans le sens Renaissance et dans le sens mort que dans le sens Néant. Vraiment, je trouve même qu'il y a eu des choses dans le sens Néant qu'il n'y avait pas dans les autres et qui donnent plus de liberté. Très très bien. Amir, de ton côté, quel est ton bilan sur Sens Néant ? Pour moi, sur la fin, ça a été trop vite.
Mes compagnons, eux, j'ai vraiment 4 types de joueurs extrêmement différents. C'est incroyable. Depuis le début, depuis Sens Renaissance, tout à fait. c'est principalement les autres qui font les découvertes, qui se posent beaucoup de questions, etc. Moi, je suis plus passif. Et là, tout n'est pas encore bien imbriqué dans mon cerveau. Et j'aurais voulu continuer encore un peu pour laisser le temps à ces choses-là de s'imbriquer, que je comprenne mieux les liens entre les différents personnages et autres. Mais ça, donc voilà, j'ai essayé de faire un compromis au niveau de la frustration entre les uns qui voulaient vraiment repartir sur Sens Cosmo. Et on l'a tous fait ce compromis. Oui, mais voilà. Si jamais on était resté plus longtemps, ils auraient été frustrés. Et là, moi, je suis un peu frustré, mais on a quand même duré plus longtemps que ce qu'ils voulaient eux. Donc voilà. On a fait un compromis. Mais sinon, j'ai mis du temps à rentrer dans Sens Néant. L'esthétique me plaisait pas au début. Je l'avais dit dans un autre podcast, je crois. Mais au final, une fois que je suis rentré dedans, une fois que j'ai bien saisi les trucs, etc., j'ai beaucoup aimé. J'aime la liberté qu'il y a. Il a fallu en sortir au forceps, quoi. Ouais, mais j'ai aimé une certaine liberté qu'on y trouve. J'ai aimé justement le choix. C'est incroyable, les retours complètement divergents. Complètement. Vous voyez, les ressentis sur le jeu, c'est incroyable. La recherche de trouver une solution à une situation a priori condamnée. Désespérée. Et j'ai pas trouvé. Participer à une tragédie. On a cherché chacun des solutions différentes. Et on a trouvé chacun des solutions différentes. Alors, qui n'étaient pas forcément des solutions au final, mais on a cherché des issues différentes. Et j'ai aimé ça. Ça, franchement, j'ai beaucoup. Sortie de secours. Non, mais tu sais que c'est le slogan du jeu. Hein. Quiconque commence le jeu doit lui trouver une issue. C'est le slogan de Sens, en fait. Hein. C'est la punchline, la phrase d'accroche qu'on trouvait à l'époque sur la publicité en 2008 quand le jeu est sorti. Julien, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, la dynamique du groupe est aussi assez particulière. Elle a évolué de manière très différente sur Sens Néant de comment elle avait évolué sur les autres Sens. Il n'y a jamais eu autant, ou plutôt aussi peu de collaboration entre les joueurs. C'est-à-dire que Antoine, à travers Ridger, avait un agenda en tête qu'il ne partageait avec personne. Ouais, vous étiez chacun dans votre couloir, en fait. Mais vraiment. Ouais. Vous faisiez pas équipe. Il y avait une interaction entre Audrey et Antoine qui échangeait quelques informations qui faisait qu'il y avait une différence d'informations autour de la table qui était monstrueuse. Ouais, c'était hallucinant. Je pense qu'on avait vraiment 4 niveaux d'informations totalement différentes. Et, attends, excuse-moi, tu parles de Sens Néant ou tu parles de Sens... Je parle de Sens Néant. Ouais, parce que dans Sens, vous faites une équipe. Vous avez des interactions entre vous. Ce qui est marrant, c'est que dans Sens Néant, vous étiez liés sur les feuilles de perso, mais pas dans le roleplay. Et j'ai envie de dire... je dirais pas qu'il y avait une différence d'information, une différence de communication, oui. D'information. Dans la mesure où Antoine avait déjà prévu tout son montage sur l'assassin et nous protégeait de ce projet-là. Mais parce que lui, il jouait l'acide. Oui, donc évidemment qu'il n'y avait pas le... Mais tous les trois, je trouve qu'on partageait les informations, moi. Non, moi vous confondez le jeu à information et l'information. C'est-à-dire, effectivement, vous partagez les données. Ce que veut dire Julien, c'est que il y avait un jeu asymétrique. Tu dis... Et il jouait pas au même jeu, Antoine, que vous. Toi, tu dis que quand tu sors de la chapelle d'ombre, tu as compris que c'était Bob l'assassin. Nous, on l'a appris. J'ai dit autour de cette table, je voudrais aller voir Bob après. En fait, quand on sort de là, tu nous dis, est-ce que vous voulez arrêter Sens Néant ou pas? Et je dis, bah non. Mais il y a une différence entre tes convictions et celle des autres, si tu veux. C'est ça qui veut dire, Julien. Non, mais c'est quelque chose que j'ai verbalisé, que mon personnage a verbalisé. L'information, tu l'as donnée, il y a pas de souci. Voir Bob, ce n'est pas. Je pense que Bob est l'assassin. Je l'ai dit. T'as pas donné pourquoi, tu l'as pas développé. Mais de toute façon, les Septentriens n'ont pas besoin que ça développe. Pose de questions. Tu partages ton mentise, donc tu partages tes sensations. Non, pour moi, les informations étaient partagées. C'est juste que vous étiez pas dans les mêmes démarches. Il y avait pas les mêmes. Vous jouiez pas au même jeu. Je sais pas comment le dire autrement. C'est clair. Mais le côté positif de ça, c'est que par contre, spontanément, on couvrait des champs et des solutions différentes systématiquement. Alors pas tout le champ, clairement. Mais on choisissait systématiquement des approches différentes en essayant de faire différent et original par rapport aux approches qu'avaient fait les autres. Ouais. Mais ça induit, pour moi, j'ai trouvé une différence de niveau d'information. C'est-à-dire qu'on avait les informations de base, mais on avait peu d'informations sur les conclusions qu'en tiraient les uns et les autres. Et que à la fin, effectivement, Amir et moi, en tant que joueurs, on était beaucoup plus paumés, alors que Audrey et Antoine savaient où ils allaient. Exactement. Et ça donnait une impression d'un groupe à 2 vitesses, très fort.
où plein de choses se passaient. Avec Amir, on ramait un peu pour recoller les morceaux, alors qu'Antoine et Audrey savaient mais n'avaient pas partagé. Mais c'était aussi et je pense que pour Kerry, ça va être l'occasion d'une mise au point, une mise à plat au niveau de Ridger. Mais cela est une autre histoire. Oh, si tu savais. Je voudrais juste finir par mon sentiment à moi en tant que MJ, j'ai monstre kiffé. Alors vraiment, j'ai pris mon pied parce que vraiment, même si vous avez été une table extrêmement difficile à maîtriser, et d'ailleurs, la fiction qu'on a rencontrée, les maîtres de jeu qui nous écoutent, ils vont se dire, putain, Romaric, quand même, il a dû faire des efforts et tout. Enfin, je pense que les maîtres de jeu en conviendront. J'ai dû faire des torsions, en fait, à l'histoire, notamment en donnant une épée de lumière et tout, Julien, mais parce que justement, il y avait ces deux tables, en fait, en une. Et alors, dans les deux tables en une, des attitudes en plus de joueurs complètement différentes. C'est-à-dire, il y avait vraiment, c'est comme si j'avais 4 tables en une seule. Mais j'ai kiffé, un maelstrom de ouf, un pied, et alors toutes les scènes, même si vous aviez, et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste, même si vous connaissiez les révélations, le fait de vous les prendre dans la gueule, ça vous a quand même fait kiffer. À la fin, vous étiez tous en mode, ah, c'est bien et grave. Tout. Donc ça veut pas dire, c'est pas parce que vous aviez grillé les secrets avant qu'ils ne soient révélés que le bang en fait n'a pas marché, et puis, etc. Et moi j'ai kiffé ça. Non, parce que la manière dont ils sont révélés, c'est kiffant. La mise en scène. C'est pas tant le secret que l'esthétique, la mise en scène, ouais. Et puis les révélations, ça n'est que quelques-unes de confirmation, des hypothèses probables. Oui. Mais une fois que les hypothèses deviennent réalité, d'un seul coup, ça a des impacts sur plein d'autres hypothèses qu'il va falloir encore du temps pour dénouer dans les autres. Vraiment, la hypothèses. fin, notamment, le moment où vous sortez de l'alarme, vous affrontez le kabuki, vous l'assassinez et tout, j'ai trouvé ça, mais super bien. Une belle apothéose. Et puis, effectivement, comme Ridger, un peu comme Antoine, j'ai senti une libération, en fait, à la fin, en mode, ça y est, parce qu'en fait, Sens Néant, c'est un peu comme Sens Mort, vous vous rendez pas compte, mais vous souffrez beaucoup, les personnages souffrent énormément, hein, c'est une tragédie, hein. Donc, forcément, clairement, le moment où vous sortez, c'est un peu le moment où, putain, cette fois-ci, on est libre, on est les boss, et ça va blaster, et ça, c'est vraiment l'effet escompté, donc Moi, je suis contente qu'on ne soit pas fait toutes les écoles, hein, parce que déjà, la disparition de l'école de la lumière, ensuite de l'eau, ça va, quoi. Ah, on s'en est tapé 2 sur 4, ça suffisait. Je te jure que quand il y a beaucoup de tables qui font successivement les choses, etc. Et c'est normal, hein. Et on l'a fait quand même. Faut pas dire qu'on l'a pas fait, on l'a fait. Mais forcément, on a fait que 2 écoles déjà sur 4 qu'on aurait dû faire. Et non, pas en accéléré. Celles qu'on a fait, on les a jouées normalement. Mais par contre, on en a zappé 2 du coup, parce qu'on n'a pas fait l'eau et on n'a pas fait le feu encore une fois. Merci à vous. Ni l'ombre. On doit se quitter malheureusement. Ni l'ombre, bah, évidemment, parce qu'il n'y avait pas de golem d'ombre autour de cette table. Tu vois, en fait, il faut faire ce qu'il y a les golems. Voilà. Merci à vous vraiment d'avoir participé merci à cette pour cette expérience. partie. Merci Romaric. J'aimerais que la prochaine fois qu'on se retrouve, parce qu'on se retrouvera dans moins d'un an, la prochaine fois qu'on refasse peut-être un petit topo sur Sens Renaissance, Sens Mort, qu'on refasse un topo général en fait. Et parce qu'il y a plein de théories, parce que on a parlé de plein de choses. En fait, on a fait complètement les podcasts avant le podcast, il faut le dire. On a parlé de plein de théories qu'on avait et tout en mangeant avant le podcast et tout. Et donc du coup, on est un peu là, on s'était contenté un peu des faits, rien que les faits. J'aimerais bien qu'on fasse un podcast la prochaine fois de débriefing un peu, donc gardez en mémoire et préparez, même je vous demande Amir, Julien, Antoine, peut-être de préparer des tu vois le podcast. La prochaine fois qu'on se voit, la première chose qu'on va faire le vendredi soir, on enregistrera un podcast, donc soyez prêts. Je vous enverrai quelques questions auxquelles je veux que vous réfléchissiez. Questions et puis publie ce podcast avant qu'on puisse l'écouter. Ouais, bien sûr. Non, il y a pas de problème, mais en tout cas, je pense qu'on commencera par un podcast parce que je suis un peu frustré à titre personnel par ce podcast parce que je trouve qu'on a échangé au cours du week-end beaucoup plus d'éléments, notamment sur le sens du jeu. On n'a pas parlé de l'appropriation, de la propriété, etc. J'aimerais bien qu'on ait l'occasion au cours du podcast qu'on fera à ce moment-là de pouvoir en parler. Donc je vous enverrai un petit mail avec quelques questions que je vous demanderai de réfléchir et puis on fera le podcast. À très bientôt tout le monde, merci à vous. Merci Ron, à bientôt. J'ai passé un super week-end. À bientôt. Nous aussi. Portez-vous bien, jouez bien.